On va quand même continuer le voyage. 2050, retour vers l'IA. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Marjolaine Grondin, je suis la cofondatrice et la CEO de Jam, qui est le plus gros chatbot francophone aujourd'hui. Un chatbot, donc un petit robot, on est déjà un peu dans le futur, mais pourtant c'est bien le présent, qui n'a pas d'existence physique, qui n'est pas non plus un hologramme, mais avec qui on discute dans les applis de messagerie, en l'occurrence Jam dans l'application Messenger, donc de Facebook, qui a pour ambition d'inspirer les jeunes dans leur vie quotidienne à découvrir plein de choses qu'ils vont aimer sur des sujets qui les préoccupent et qui sont comme ça plutôt sympas. Jam, c'est aussi le chatbot préféré de Facebook. Il nous le montre de plein de façons différentes. Et dans 3 jours, je m'envole pour la Californie pour discuter justement, intervenir au F8, la conférence annuelle de Facebook, raconter comment on a créé une entreprise basée dans Messenger. Donc c'est plutôt une belle opportunité. Et moi, avant de commencer à parler du futur, j'ai envie de parler du présent, qui est quand même ce qu'on connaît mieux. Un petit retour vers le présent. Quand on googleise intelligence artificielle, on a ces images qui sont quand même pas hyper appétissantes, pas très concrètes pour moi, pas trop d'émotions, des robots, des neurones. Finalement, le seul humain qu'on a, c'est Mark Zuckerberg, quand on scrolle un petit peu. Voilà, moi, c'est pas exactement la vision que j'ai envie d'avoir de l'IA. Et pourtant, c'est tout ce qu'on voit quand on googleise dans Google Images, quand on cherche intelligence artificielle. Alors que pourtant, l'IA, elle est déjà là, et déjà visible, mais finalement invisible, et c'est ça qui est la magie, j'y reviendrai, dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, elle est dans nos flux Facebook, elle est dans nos applications de mail, elle est dans nos frigos parfois, elle est dans les outils qu'on utilise pour se déplacer, elle est par exemple dans Netflix. Donc là, j'ai pris l'exemple de mon Netflix, où apparemment, l'algo nous dit, décide quelle image il met en premier pour nous donner envie, quelles images ensuite, non pas juste quelle série, quelle émission, quel film, mais quelles images je vais avoir envie, sur lesquelles je vais avoir envie de cliquer. Donc, quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai des algorithmes qui vont m'accompagner dans mes décisions, qui vont fluidifier une expérience. En fait, et pour ceux qui aiment bien les comédies romantiques britanniques, on peut dire que l'IA, elle est déjà tout autour de nous, dès aujourd'hui. Il y a un paradoxe, en fait, et qui est pourquoi on est tous aujourd'hui, vous êtes si nombreux à venir écouter, échanger, discuter, réfléchir sur l'IA, c'est que ce paradoxe s'appelle l'AI effect. L'IA, elle repousse sans cesse, depuis plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, les frontières du possible. Sauf qu'en fait, on ne le voit pas, parce que ça va vite, ça va trop vite, c'est invisible, on nous le propose à mesure qu'on avance, on l'accepte, et elle devient banale. Et c'est ça le grand paradoxe, l'effet de l'IA, c'est qu'elle avance très vite, mais que finalement, on repousse constamment ce qu'on va imaginer de l'intelligence artificielle. Et à quel moment, en fait, ça va nous dépasser? À quel moment on va se dire, elle n'est plus banale? Je ne sais pas s'il y aura ce moment. En fait, aujourd'hui, la question, c'est plus quand est-ce que ça va arriver, telle innovation, mais c'est plutôt, c'est quand, et non pas est-ce que, ni même comment. Et moi, je pense que ce qui va compter dans les prochaines années, jusqu'à 2050, c'est qu'est-ce qui fait la singularité d'être humain, et quel garde-fou, surtout, on veut mettre en place dans les créations de cette IA. Quel garde-fou éthique, de confiance, de sécurité. En fait, moi, j'aime bien dire que l'IA, c'est l'électricité du XXIe siècle. Tout le monde l'utilise, particuliers, entreprises. On ne dit pas, aujourd'hui, une entreprise, elle utilise l'électricité. Je pense qu'on dira la même chose de l'intelligence artificielle, et que toutes les entreprises, et même les particuliers, utilisent dans leur vie quotidienne l'intelligence artificielle. À la différence de l'électricité, qui est un outil assez neutre finalement, l'IA, pour moi, elle illustre ce qu'on va poursuivre en tant que civilisation. Comment on va construire, comment on va penser l'intelligence artificielle, c'est vraiment, finalement, quelle vie on veut. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on m'a proposé ce talk, j'y ai réfléchi un petit peu, et je me suis dit, en allant le préparer, ok, on me demande quelle vie j'imagine en 2050. Et en fait, en relisant le mail, je me dis, ah non, c'est pas quelle vie, c'est sur l'IA. En fait, c'est pareil. Parce que pour moi, l'intelligence artificielle va devenir complètement invisible, transparente, et réfléchir sur le futur de l'IA, c'est finalement réfléchir sur le futur de nos civilisations. Et c'est indispensable, alors je vous épargne de lire en anglais, mais c'est une citation extraite du rapport Stanford sur l'intelligence artificielle, le rapport annuel, qui dit qu'aujourd'hui, on doit réfléchir que les politiques, les développeurs, les entrepreneurs doivent absolument prendre, et puis le débat public, la mesure de l'IA et y réfléchir. Sinon, on va tomber dans un développement médiocre, mal amené, mal pensé, entre de mauvaises mains, et que c'est clé que tout le monde en prenne la mesure. Et pour moi, cette question, elle n'est pas tant technologique que civilisationnelle. Et s'il y a une chose
que j'ai envie de transmettre ce soir, c'est ça. C'est quand on va réfléchir sur l'intelligence artificielle, c'est pas une question technologique, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut en tant que société, quel paradigme on est en train de définir. Pourquoi c'est pas technologique? On ne peut pas vraiment imaginer le futur, et la technologie n'est plus une barrière. On ne peut pas imaginer le futur, je pense qu'on en a la preuve ici, avec des illustrations d'il y a un siècle, où quand on imaginait finalement ce qu'allait être en l'an 2000 ou après, personnellement, ce n'est pas exactement ce qu'on a eu. Pourquoi? Parce que quand on imagine des voitures volantes, on imagine les voitures qu'on a aujourd'hui, mais qui volent. Quand on imagine tout le monde qui nous entoure, on va leur prêter des caractéristiques futuristes, mais on ne peut pas imaginer ce qui va se passer dans les 30 prochaines années en termes de design, en termes de fonctionnalité, etc. Donc moi, je n'ai pas voulu faire cet exercice, j'ai voulu faire un exercice très honnête, très sincère de ce que j'ai envie qu'on imagine pour l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas technologique, parce que finalement, je pense et je suis convaincue que d'ici 2050, on aura dépassé les challenges qui sont matériels, technologiques, et j'ai même envie de dire philosophiques, conceptuels de l'IA. Si on reprend les grandes thématiques de nos sociétés aujourd'hui, transport robot serviciel par exemple, le hardware sera, ne l'est pas encore, mais sera à mon sens sécurisé, fiable. Les interactions humains-machines qui doivent être fluides, ce seront faites. On aura gagné la confiance de la société. On a la peur de la marginalisation de l'homme pour le travail ou le manque de travail, et c'est un débat qui fait quand même beaucoup de bruit, et les risques sociétaux, rapports humains, loisirs, toutes ces questions, il faut absolument qu'on les adresse dans les 30 prochaines années et faire que le débat soit, encore une fois, un débat de civilisation et pas technologique. Donc si tout est possible, si la technologie finalement est plus une barrière, et la question c'est pas est-ce qu'on va pouvoir avoir des voitures sans chauffeur, mais quand, sous quelles conditions, comment on les éduque, alors qu'est-ce qu'on veut? Quand j'ai googlisé la ville du futur, moi j'ai vu ça. Et clairement, c'est pas ce que j'ai envie d'imaginer. C'est pas comme ça que j'imagine ma vie du futur. Donc j'ai fait l'exercice en me disant, ok, je vais partir de moi, parce que c'est quand même ce que je connais le mieux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut penser à sa vie, à ce qu'on aime, à ce qu'on veut pour soi, pour le futur? On va sur Instagram. Donc j'ai fait le travail d'aller pour vous ce soir dans mon Instagram. Et là, ça me donne plus envie que la ville d'avant avec les espèces de plantes géantes et la nuit qui a l'air de finalement être aussi la nuit à 14h. Ici, c'est sans technologie, et pourtant, c'est de l'IA, c'est des logiciels qui m'ont fait aller, qui m'ont donné envie d'aller en Sicile, qui m'ont aidé à trouver un Airbnb, qui m'ont aidé à trouver un avion, etc. Donc la technologie, là, je la vois pas parce que c'est pas le moment où j'ai envie de la voir, mais c'est elle qui m'a aidé à aller ici et à trouver cet endroit. Quand je pense à la mobilité, donc là, une petite référence au 5e élément, on imaginait les voitures volantes avec, encore une fois, le design d'il y a 15 ans, 20 ans, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. Moi, quand je pense mobilité qui me plaît, je pense à être sur mon vélo, qui est un peu rétro. Je pense à la mobilité agréable. Ou alors, à l'inverse, je pense mobilité efficace. Je pense que je n'ai pas envie de conduire une voiture lambda. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire de ma vie de tous les jours. Ce que j'ai envie, c'est d'aller à un point A à un point B, de manière autonome, de manière intelligente. Je n'ai pas besoin de posséder une voiture. Je n'ai pas envie de me garer. J'ai juste envie d'aller facilement d'un point A à un point B. Ou alors, de conduire un van, de conduire un vélo, de prendre du plaisir. Quand je pense travail, déjà, j'ai pas forcément envie d'arriver maquillée comme ça au travail. Mais en plus, si on me dit que je dois passer 10 heures devant un espèce de truc comme ça et de bouger j'ai pas envie. Moi, quand je pense travail, je pense à une amie qui se fait un standing desk dans un petit café au Maroc et qui a le Wi-Fi et qui finalement peut travailler d'où elle veut. Je pense à des amis qui sont en train de s'expliquer comment ils gèrent leurs tâches, etc. dans un autre café. Je pense à moi à Londres avec mon iPad en train d'écrire un article, mais finalement j'aurais pu le faire de n'importe où et c'est beaucoup plus agréable que de faire Minority Report. Ou, et j'ai pas pris cette photo juste pour une vraie photo, je travaille sur ma boîte Jam, parfois en projetant, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais sur mon mur, ma page Facebook quand je suis en train de travailler dessus. Quand je pense à la nourriture, c'est pas exactement ce que j'ai envie de manger, j'espère que ce sera pas ce qu'on va manger ce soir. J'ai pas du tout envie d'ingérer des espèces de pilules et de penser à autre chose. Moi, j'ai envie de manger bio, j'ai envie de manger sain, j'ai envie de manger des légumes. Et l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour me faire des pilules, elle est là pour aider à ce que toute la planète puisse de manière efficiente se nourrir, qu'on puisse cultiver, qu'on puisse stocker, qu'on puisse déplacer, qu'on puisse vendre, proposer tous ces aliments. Et ça, pour l'anecdote, je l'ai acheté sur La Ruche qui dit oui, qui est une espèce de congrégat d'AMAP qui permet d'acheter local, bio, au prix juste. Et ça n'aurait pas été possible sans une technologie, en tout cas pas à cette échelle.
Quand on pense éducation, donc j'ai googlisé l'école du futur. Oui, voilà, on apprend à coder, on ne sait pas trop ce qui se passe, bon, ça m'inspire pas tant que ça. Là, c'est une vraie séance avec des amis où Maxime au milieu nous explique comment, en tant que freelance, il fait de l'UX design pour aider ses clients à améliorer des produits. Aujourd'hui, bon, il nous l'apprend, on est une dizaine, hyper intéressant, 1 heure de focus sur l'UX design. Peut-être que demain, avec l'intelligence artificielle, Maxime, il ne parlera pas à 10 personnes, mais à 50 000 en temps réel, que ce sera traduit par une intelligence artificielle en plusieurs langues, que l'intelligence artificielle, elle pourra taguer le contenu de son intervention, qu'elle pourra le relier à d'autres programmes qui sont disponibles en ligne ou pas. Il y a énormément de choses qui sont imaginées, mais je sais en tout cas que ce que j'ai envie de continuer à pouvoir apprendre comme ça. Quand je pense à la santé, moi, ça me fait peur. C'est pas le médecin que j'ai envie d'avoir demain si j'ai un problème. En fait, quand je pense à la santé, bon, et là, ce n'est pas mon Instagram, ni moi, je pense plutôt à la prévention, je pense au bien-être, je pense à un programme sportif personnalisé, à un programme de nourriture personnalisé, je pense à pouvoir donner mon avis, appeler un médecin très simplement et que non seulement lui m'écoute, mais qu'il ait avec lui énormément de données pour m'aider tout de suite à me rassurer et avoir la bonne information. Quand je pense à la maison connectée, j'ai pas du tout, et ça c'est dans le présent, envie de faire ça. Moi, dont j'ai envie, c'est une maison où la technologie est invisible, où elle ne m'envahit pas, et où j'ai l'impression qu'elle a la bonne température, la bonne luminosité. Le ménage a sûrement été passé pas par moi, par un Roomba ou que sais-je. Voilà, les choses se font, il y a la musique, je suis été réveillée à la bonne heure, le café est prêt. Mais c'est ça que j'ai envie d'imaginer. Et l'intelligence artificielle, les robots, les machines, je n'ai pas envie de les voir, j'ai juste envie qu'elles facilitent ma vie. En fait, on est entré dans l'ère de la légèreté. Par exemple, quand on pensait au téléphone avant, et heureusement qu'il y a 30 ans, quelqu'un n'a pas fait l'exercice, ou 60 ans, de dessiner un téléphone comme ça, mais moderne, il ne serait peut-être pas arrivé à un iPhone. Cette première voiture va à 40 km/h, ce longboard dans la montagne va à 50. Et l'imprimerie, bon, aujourd'hui avec une imprimante qui fait la taille d'une petite barrette, on peut imprimer à peu près l'équivalente. Donc on est en train de passer, quand on sera en 2050 pour moi, à l'ère de la légèreté, presque à l'ère de l'invisibilité. Et la technologie, je nous souhaite qu'en se posant les questions, on la fasse devenir invisible. Il n'y a plus d'interface en 2050. Les objets, ils sont légers. La technologie ne fait plus rêver. Tout est technologique. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de technologique? Ça ne fait aucun sens. Et on est enfin arrivé à maturité. Et quand il n'y a plus de barrière, quelle société on veut créer? Si on s'enlève ce frein dans la tête en disant « qu'est-ce qui va être possible ?» Tout le monde n'est pas chercheur, tout le monde n'est pas développeur, ingénieur. Mais ce que tout le monde est, c'est humain. Et on doit réfléchir tous, en tant qu'humains, à ce qu'on veut créer, sans penser aux contraintes. Parce que vraiment, je le répète, la question, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est pas qui va le faire, comment, c'est quand, et c'est surtout pourquoi et dans quelles conditions. Donc qu'est-ce qu'on veut? Place à l'humain. Alors je prétends pas, en 2 minutes, expliquer ce que c'est que ce qui fait la singularité de l'être humain. Mais je sais que quand on parle de la fin du travail, moi j'ai envie de dire, oui, peut-être que ces jobs, quels qu'ils soient, et toutes les franges de la société sont touchées, vont disparaître. Mais est-ce que c'est ça, être humain? Est-ce que c'est ça qu'on veut à tout prix garder? Ou alors être humain? Et là, c'est un de mes amis qui, il y a quelques jours à Los Angeles, a fait l'équilibre sur un longboard, sur un parking. Je ne sais pas pourquoi, mais il a l'air très content. C'est être vulnérable, être surpris, être curieux, être changeant, décider d'être consistant ou pas, avoir des relations profondes, être aligné avec soi-même. Et on peut continuer et très très longtemps. C'est un sujet, je pense, qui nous touche tous beaucoup. J'ai essayé d'imaginer des valeurs. Alors, ça me disait quelque chose, mais j'ai quand même changé la dernière. Liberté, égalité, singularité. Et c'est pour moi ce que la technologie doit à tout prix maintenir et même développer, surtout. Liberté de mouvement, nous émanciper de... Est-ce que, par exemple, si je suis handicapée, les exosquelettes, les outils qui permettent d'ouvrir une porte en réfléchissant, etc., il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, que ce soit valide ou pas, je me déplace, voilà, liberté de mouvement, liberté d'être en bonne santé, avec toutes les avancées technologiques, de travailler ou pas, comme on l'entend. Et c'est un deuxième point, égalité. Il faut absolument qu'il y ait une égalité dans le partage des fruits de l'IA. Alors, je ne suis pas là pour réfléchir à vous donner une piste de comment est-ce que le revenu universel ou pas, je ne sais pas.
Mais moi, je pense qu'en 2050, j'aimerais voir une société où finalement, si on a une société d'abondance et qu'on n'est pas obligé de produire pour survivre, alors il n'y a plus de raison que chacun doive absolument courir comme des hamsters pour produire dans la société, parce qu'en fait, l'IA produit assez pour tout le monde. Donc comment est-ce qu'on redistribue les fruits? Et dans l'accès à la technologie. Et c'est vraiment très important pour ça qu'elles deviennent fluides, transparentes, faciles, pour pas qu'il y ait de fossé entre ceux qui savent se servir des machines et ceux qui ne savent pas. Parce que finalement, l'objectif, c'est que la technologie soit invisible, soit facile, soit intuitive. Et enfin, singularité. Dans l'éducation, je veux une éducation, une formation tout au long de la vie qui soit faite pour moi, qui soit faite pour mon cursus, mes intérêts à l'instant T, et dans les modes de vie. Parce que si on n'est plus obligé de produire à longueur de journée, etc., et d'être assigné à résidence à un instant, à un endroit donné, je peux choisir un mode de vie beaucoup plus libre. Et enfin, j'ai envie d'illustrer avec Jam, qui est aussi le sujet que je connais bien. Jam, ça a commencé comme une plateforme, il y a quelques années, qui permettait aux étudiants de se partager des bons plans entre eux au sein de l'école. Toute la complexité était chez les utilisateurs. C'était à eux de partager des bons plans, du contenu, de répondre, de commenter, etc. Et finalement, après 2 ans, on a décidé de tout jeter et de repartir à zéro avec un assistant SMS au début. Et donc très simple. Envoyez-moi un message, l'équipe de Jam, et Jam répond. Et finalement, on a continué comme ça, avec une phase 1 qui était des humains aidés par une IA, puis une IA aidée par des humains, et aujourd'hui, un chatbot, donc ce petit robot autonome. C'est déjà pas mal, parce qu'on est une équipe de 7 et on a 500 000 personnes, 100 000 par jour, 1 million de messages par jour qui interagissent avec Jam. Mais c'est que le début. Et dans 30 ans, j'espère qu'on y reviendra enfin à ça, et qu'il n'y aura plus besoin de boutons, de visuels, d'arbres de décision, etc. Et que ce sera aussi simple, aussi beau, aussi pur que « Hello », et je réponds, et une interaction se fait, et le service est rendu. Alors moi, je veux juste vous laisser encore avec cette belle image de la mer, qui est que, avant de lire, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, encore une fois, si j'ai un message à transmettre, c'est que la question, c'est pas quelle est la technologie, comment, quelles sont les opportunités, etc. C'est qu'est-ce qu'on est en train de construire pour les prochaines années, pour les 30, pour les 50 prochaines années. Et c'est ça qui va faire que derrière, on va rendre tout possible. C'est presque un rétro-planning de l'humanité. C'est horriblement dit, mais c'est un peu l'idée. Et donc cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour lui dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Et j'espère que c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup.